Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur le rôle des experts comptables et des collaborateurs dans la lutte anti-blanchiment, aussi appelée la LAB. Je vais commencer par donner la définition. Le blanchiment de capitaux consiste à dissimuler l'origine de fonds obtenus illégalement afin qu'ils paraissent être issus de sources légitimes. Cette technique permet à des délinquants d'utiliser des revenus illégaux sans que les autorités ne s'en aperçoivent. Le blanchiment résulte souvent d'autres infractions graves, telles que le trafic de stupéfiants ou d'armes, le délit d'initié et toutes les autres opérations frauduleuses. Il est important de lutter contre ce délit qui nuit à la stabilité économique et financière des pays. De plus en plus de structures professionnelles, dont les cabinets d'expertise comptable, doivent y prêter attention. Quelle est l'ampleur du blanchiment ? 100 milliards de dollars ? 1000 milliards de dollars ? 2000 milliards de dollars ou 5000 milliards de dollars. L'ampleur du blanchiment d'argent est évaluée par l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre 2 et 5% du PIB total mondial, soit environ 2000 milliards de dollars. L'origine du terme blanchiment provient d'Al Capone dans la fin des années 1920. C'était un trafiquant qui a investi dans les laveries automatiques pour blanchir les capitaux obtenus grâce à ses activités illicites. Il déclarait des recettes fictives, c'est-à-dire qu'il augmentait le chiffre d'affaires de la laverie en introduisant l'argent obtenu illégalement. Le blanchiment des capitaux est un délit, puni de 5 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende et des peines complémentaires. Un expert comptable et même les collaborateurs complices encourent les mêmes peines. Il est important de connaître le mécanisme du blanchiment pour effectuer les contrôles nécessaires et ne pas mettre en jeu sa responsabilité. Il y a 3 étapes pour le blanchiment d'argent. Tout d'abord, nous retrouvons le placement. Le revenu obtenu illégalement, qui peut être qualifié d'argent sale, est introduit dans le système financier. Cela signifie que l'argent illégal va être placé par petits montants dans l'économie. Il y a diverses méthodes de placement de cet argent, comme par exemple dans le chiffre d'affaires d'une entreprise, avec des fausses factures. Il existe aussi le schtroumpfage. C'est l'exportation de petites sommes d'argent sur des comptes bancaires français ou étrangers. Cela nécessite un grand nombre de personnes qui déplacent de petits montants sur différents comptes bancaires. Nous pouvons également retrouver la déclaration de faux gains de jeu, tels que le loto ou le casino. Toutes ces sommes doivent être inférieures au seuil de déclaration en douane et au seuil de détection des dispositifs LCB, lutte contre le blanchiment de capitaux, qui est à 10 000 €. La deuxième étape est l'empilement des fonds. Les fonds illicites circulent pour dissimuler leur origine. Effectivement, le blanchisseur tente de déplacer un maximum cet argent pour qu'on ne puisse pas retrouver la source illégale. Le déplacement peut se faire à l'aide des comptes bancaires avec de fréquentes transactions, ou alors il peut concerner de l'achat-revente d'investissements de manière très rapide. L'argent peut également être placé dans un paradis fiscal. Cette dénomination représente un territoire qui offre soit un système fiscal réduit, avec un taux d'imposition très faible ou nul, soit une absence de coopération avec les autres pays. Avec leurs secrets bancaires et leur confidentialité, les paradis fiscaux offrent à leurs utilisateurs la possibilité de cacher leur identité et l'origine de l'argent déposé. Enfin, à la troisième étape, il y a l'intégration ou l'extraction. C'est la dernière étape du blanchiment. L'argent est réintroduit dans l'économie légitime via des investissements propres. Les criminels vont réinvestir cet argent dans de l'immobilier, des produits de luxe comme les voitures, les montres, les bijoux, ou encore dans la création d'entreprises. Ils vont devoir payer des taxes, des cotisations ou des charges sociales et perdre près de 50% de leurs gains. Mais cela leur permet de rendre leur argent légal. Ils n'attireront alors plus l'attention des autorités ou de l'administration fiscale. Ils évitent alors toute sanction pénale et fiscale. À quelle étape correspond chaque cas ? Carlos Ghosn a acheté avec de l'argent sale un immense yacht. Est-ce que c'est du placement ? De l'empilement ? De l'intégration ? C'est de l'intégration. Cet argent est investi et donc réintroduit dans l'économie légale. Carlos Ghosn a placé de l'argent sale
dans les îles Vierges britanniques, qui est un paradis fiscal. Cela correspond à du placement, de l'empilement ou de l'intégration. Ce placement opacifie l'origine des fonds, c'est donc l'empilement. Certains avocats ont avoué avoir déjà réalisé de fausses factures à la suite d'un paiement en espèces d'un trafiquant. Est-ce du placement, de l'empilement, de l'intégration? Cela correspond au placement. Les fausses factures permettent d'introduire de l'argent sale dans le système financier. Plusieurs organismes réglementent la lutte anti-blanchiment. Il y a tout d'abord les organismes internationaux. Le groupe d'action financière contre le blanchiment des capitaux, GAFI, est un organisme intergouvernemental qui doit établir des normes mondiales de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il a aussi établi les listes des pays à fort risque de blanchiment, les listes noires et grises. La Banque mondiale a instauré l'assistance technique, qui permet notamment de former les hauts responsables des pays en développement à cette lutte. Le FMI, Fonds monétaire international, s'inquiète des conséquences du blanchiment sur la stabilité des pays, car il peut notamment servir à financer le terrorisme. Le FMI propose une assistance pour aider les pays à mieux comprendre l'ampleur des flux financiers illicites et les aide à retracer l'origine de ces capitaux. Il y a aussi des organismes nationaux. Le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le COLB, assure une concertation efficace avec les professions assujetties et une coordination de l'analyse nationale des risques. Nous retrouvons également Tracfin, qui est l'un des acteurs majeurs de la lutte anti-blanchiment en France. C'est un service de renseignement financier français de lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment des capitaux. Le service a pour mission de recueillir, analyser et exploiter tous les renseignements permettant d'établir l'origine ou la destination de sommes suspectes. Il dispose aussi d'un droit de communication. Tracfin doit recevoir et enrichir les déclarations de soupçons faites par des organismes financiers. La déclaration de soupçon permet, d'après le directeur de Tracfin, de remplir une mission d'intérêt général, voire d'ordre public économique, en plus du respect de la loi. Dans la pratique, l'expert comptable doit prouver son implication dans la lutte anti-blanchiment et montrer qu'il n'en est pas complice. Pour cela, il doit rédiger une déclaration de soupçon en cas de doute sur un client via le dispositif Hermès. Cette déclaration de soupçon doit être transmise à Tracfin. Cette déclaration est strictement confidentielle. Dans chaque cabinet d'expertise comptable, il doit y avoir un correspondant Tracfin. Celui-ci envoie tous les documents nécessaires à Tracfin et transmet en interne les informations de celui-ci. Dans le cabinet ASICS, c'est l'expert comptable unique, Alexandre Ziarkowski, qui est le correspondant Tracfin. Il existe différents textes au niveau de l'ordre professionnel. Les experts comptables sont une des professions assujetties à la lutte anti-blanchiment. L'ordre des experts comptables a donc publié la NPLAB, la norme professionnelle de lutte anti-blanchiment. Elle reprend la totalité des obligations des experts comptables. Cependant, elle ne précise pas comment faire pour les réaliser, car toutes les entreprises ne se ressemblent pas. Nous retrouvons également l'ARPEC, qui est l'analyse des risques de la profession d'expert comptable. Elle a pour objectif d'identifier les principales menaces et vulnérabilités auxquelles les experts comptables et leurs structures d'exercice professionnel peuvent être exposés en matière de blanchiment. Le secteur du e-commerce, de l'immobilier ou encore les secteurs manipulant beaucoup d'espèces sont des activités risquées. Chaque entité doit mettre en place un manuel des procédures internes et s'assurer du suivi. Dans celui-ci doivent figurer les principaux risques auxquels le cabinet est exposé et les types de clients qui sont refusés. Il doit également y avoir une liste des missions réalisées par la structure classée par risque. Le manuel des procédures internes retrace aussi les modalités d'attribution des niveaux de risque et de vigilance, ainsi que la possibilité de les moduler. Cela permet une certaine cohérence entre les dossiers. Pour se protéger contre les risques de blanchiment, ASICS refuse un certain nombre de clients. Ici, quels clients sont-ils acceptés ou refusés par ASICS? Les clients situés sur la liste du GAFI, les restaurants, les kebabs, les entreprises du secteur du BTP, les entreprises dans le e-commerce et les associations.
Les clients dans le BTP ou de la restauration classique sont acceptés. Cependant, les kebabs, ainsi que les activités d'e-commerce, les associations et les clients situés sur la liste du GAFI sont refusés pour limiter au maximum le risque de blanchiment. L'expert comptable doit procéder à l'identification de son client et des bénéficiaires effectifs. Le bénéficiaire effectif désigne les personnes physiques détenant plus de 25% du capital ou des droits de vote. Lorsque le client est une personne physique, l'identification passe par son nom et son prénom, ainsi que sa date et son lieu de naissance. Il est nécessaire d'avoir la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Ça peut être une carte d'identité ou un passeport. Lorsque le client est une personne morale, il faut recueillir sa forme juridique, sa dénomination, son numéro d'immatriculation, ainsi que l'adresse de son siège social. L'expert comptable doit obtenir l'original ou la copie de tout acte de registre officiel, extrait cabis, journal officiel, URSSAF, greffe ou la CFE. Ce document doit dater de moins de 3 mois. L'identité de ses dirigeants est aussi exigée. Ces informations doivent être conservées 5 ans. Il est nécessaire d'identifier le client au début de la relation d'affaires, c'est-à-dire avant que la lettre de mission ne soit signée. La relation n'est dès que l'expert comptable a un prospect. Si l'identification est impossible, alors le cabinet doit refuser la mission. ASICS rencontre chaque prospect avant de signer la lettre de mission. Cela lui permet d'essayer de connaître les volontés du client. Dans les cabinets, il y a une approche par les risques. Il est nécessaire d'attribuer un niveau de risque et de vigilance pour chaque dossier. Le niveau de risque est soit faible, soit moyen, soit élevé. Il y a donc une classification des risques. Celle-ci s'établit par rapport à 4 critères. Les caractéristiques du client, son activité, sa localisation et les missions effectuées par l'expert comptable. Les caractéristiques des clients sont un élément important à prendre en compte. Quel est le risque pour chacun des clients? Il peut être soit faible, soit moyen, soit élevé. Pour les sociétés cotées, pour les associations, pour les restaurants en franchise, pour les PPE, personnes politiquement exposées, pour les administrations publiques. Les clients à risque faible sont les sociétés cotées et les administrations publiques, communes, États, Commission européenne, car celles-ci ont des normes très pointues à respecter. Au contraire, les clients avec un risque élevé sont les associations, les PPE, personnes politiquement exposées. On a un exemple concret avec l'affaire Worth-Bettencourt qui a démontré de la fraude et de l'évasion fiscale. Liliane Bettencourt aurait caché près de 100 millions d'euros sur 12 comptes non déclarés dans des banques en Suisse et à Singapour. Eric Worth, qui était ministre du budget, donc une PPE, avait dû lui faire éviter les contrôles jusque-là. Les restaurants ont un risque élevé à cause des espèces, mais les restaurants en franchise ont plus de réglementation, le risque y est donc moyen. Le secteur d'activité est un critère très important dans l'évaluation des risques. Dans cet exemple, quelles sont les activités qui ont un risque faible, moyen ou élevé? L'immobilier, les jeux de hasard, le luxe, les assurances, l'e-commerce. Les activités les moins risquées sont les assurances et les services financiers, car ils effectuent un maximum de vérifications et connaissent bien les risques. Les activités à risque les plus élevés sont les secteurs manipulant beaucoup d'espèces. C'est le moyen de paiement préféré des criminels, puisqu'ils ne laissent pas de traces. Chaque entreprise gérant des espèces doit disposer d'une caisse certifiée. La restauration et les jeux de hasard, casinos, PMU et FDJ sont très exposés aux risques liés aux espèces. Le BTP est lui aussi beaucoup touché par le travail dissimulé. Les secteurs permettant d'investir sont aussi à risque. Nous retrouvons en premier lieu le secteur immobilier. Toutes les ventes immobilières doivent être constatées par un acte authentique, fait par un notaire, une profession qui est assujettie au dispositif LAB. Néanmoins, les marchands peuvent accepter de vendre leur immeuble à bas prix sur le papier, mais avec un supplément en espèces, donc non déclaré. Les produits du luxe peuvent aussi être fortement touchés par le blanchiment, tels que les bijoux, les pierres précieuses, l'horlogerie ou encore les pièces d'art. Tous ces objets sont des valeurs refuges, permettant d'investir de manière quasiment imperceptible par l'État. L'or est aussi une menace. Le secteur du e-commerce est à risque, puisqu'il opacifie les flux financiers. Nous pouvons y retrouver un certain nombre d'articles contrefaits ou de marchandises volées. Du côté du secteur géographique,
Il faut prendre en compte le lieu de l'entreprise, mais aussi la destination des fonds, et la localisation des principaux partenaires économiques. Dans cet exemple, quels sont les secteurs géographiques avec un risque faible, moyen, élevé? Les opérations transfrontalières, les pays sur la liste du GAFI. Les opérations transfrontalières sont risquées, donc à surveiller. En effet, les réseaux criminels peuvent plus facilement transférer des fonds issus de leur activité menée sur le territoire national vers des pays tiers où la réglementation en matière de lab est défaillante. Le GAFI a établi une liste des pays à risque qui ne coopèrent pas ou très peu au risque de blanchiment, la liste noire et la liste grise. Les cabinets d'expertise comptable proposent plusieurs missions aux risques divers. Quelles sont les missions au risque faible, moyen, élevé? La déclaration de TVA, la création d'entreprise, la tenue de la comptabilité. La réalisation des comptes annuels et la déclaration de TVA sont des missions courantes, où le risque est moyen. Cependant, certaines missions sont plus risquées, comme la création d'entreprise. En effet, il est possible que les blanchisseurs tentent d'incorporer au capital d'une nouvelle société de l'argent sale. En fonction du niveau de risque attribué à chaque client, il y a un niveau de vigilance, soit standard, soit renforcé. Si le plus haut risque est faible ou moyen, la vigilance est standard. Mais si le risque le plus haut est élevé, la vigilance sera renforcée. Il suffit qu'un seul des 4 critères soit élevé pour que le risque soit élevé et la vigilance renforcée. Pour les dossiers risqués, il y a différents contrôles à mettre en place, notamment sur les opérations atypiques, c'est-à-dire celles qui ont un montant particulièrement élevé, par exemple. Il faut vérifier les factures en les rapprochant avec le bon de commande et le bon de livraison. Il est aussi possible de questionner le client. La vérification de la provenance de fonds importants est exigée. Un tableau de suivi d'espèces est nécessaire pour les entreprises à risque élevé disposant d'une caisse. Celui-ci doit être régulier et en cas de pic, il faut pouvoir le justifier. Par exemple, si la personne qui dépose les espèces est en vacances, les 2 dernières semaines d'août, il y aura moins de dépôts en août et certainement un pic en septembre. Les dépôts de fin août et de septembre. Dans le secteur de l'immobilier, une vérification du prix au mètre carré est possible. Par exemple, si le prix moyen du secteur est de 1 500 € au mètre carré et qu'une entreprise vend une maison de 100 mètres carrés à 80 000 €, à la place donc de 150 000 €. Il est possible qu'une partie ait été payée en espèces, et donc de manière non déclarée. Certains ratios sont aussi indispensables. Le ratio chiffre d'affaires sur masse salariale est pertinent dans le secteur du BTP. En moyenne, un ouvrier du BTP rapporte 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Prenons l'exemple d'une entreprise avec 2 salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 600 000 €. Avec des ouvriers permettant un chiffre d'affaires si élevé, le cabinet est obligé de procéder à des contrôles plus poussés. Il y a certainement une augmentation fictive du chiffre d'affaires ou alors du travail non déclaré. Avec ces 4 critères, caractéristiques des clients, leur activité, le secteur géographique et la mission du cabinet, il est possible de réaliser une cartographie des risques. Elle permet de classifier les clients selon leur niveau de risque en matière de blanchiment et d'en proposer une représentation synthétique pour le cabinet d'expertise comptable. Quel est le risque de ce client, sachant que les caractéristiques du client ont un risque élevé? L'activité est à risque moyen. Le secteur géographique a un risque faible et la mission du cabinet est moyenne. Ici, le risque est élevé puisque les caractéristiques du client ont un risque élevé. La vigilance est alors renforcée. Le niveau de risque est défini pour chaque nouveau client, mais celui-ci peut être modifié après si nécessaire. Une vérification du niveau de vigilance pour chaque client est réalisée au moins une fois par an, car le risque peut évoluer. Les principaux dossiers où le risque ont le plus de chances de progresser sont dans les entreprises en difficulté. Pour s'en sortir, une entreprise en difficulté peut faire appel à des criminels qui peuvent lui proposer de l'argent sale, en contrepartie d'un produit par exemple. Et pour assurer sa pérennité, l'entreprise ou le dirigeant pourrait accepter. Une entreprise à vendre présente également des risques. Si avant, il vendait un petit peu au black, sans que cela n'ait été remarqué, ils peuvent l'arrêter au moment de vendre l'entreprise. Plus le chiffre d'affaires est élevé, et plus la société pourra être vendue cher. Il faut donc une fiche d'acceptation de mission et une de maintien de la mission.
L'expert comptable et les collaborateurs doivent être formés et sensibilisés sur la notion de blanchiment et la manière de le détecter. Leurs connaissances sur le sujet doivent être régulièrement mises à jour. Si un de leurs clients est poursuivi pour blanchiment, le cabinet doit être en mesure de prouver qu'ils ont soit effectué une déclaration de soupçon, soit qu'ils n'avaient pas de moyens pour constater la fraude. En contrepartie de l'obligation légale d'effectuer une déclaration de soupçon à Tracfin, le professionnel bénéficie d'une exonération de sa responsabilité. Il a alors une immunité civile, pénale et disciplinaire. Il en est de même s'il prouve qu'il ne pouvait pas connaître l'existence du blanchiment et qu'il a effectué toutes les vérifications nécessaires. En conclusion, le blanchiment d'argent reste un défi majeur pour les experts comptables, exigeant une vigilance constante. Pour finir, voilà une petite synthèse des éléments importants à retenir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile.